La régie, je vous le disais à l'entame de ce magazine, aujourd'hui, nous aurons le plaisir, nous allons avoir d'ailleurs le plaisir de recevoir Madame Koumba Touré. Elle est écrivain et conteuse. Bonjour Madame Koumba. Bonjour et merci de me recevoir à la radio-télévision scolaire. Vous allez bien? Très bien, et vous? Alors, une petite présentation peut-être sera faite par Badi, certainement. Donc peut-être lui demander de revenir un peu après vraiment nos remerciements pour vraiment ce déplacement à Canal Éducation. Lui demander de se présenter et de nous faire un peu un bref parcours de son parcours professionnel. Alors, Koumba Touré, c'est bien mon nom. Je suis conteuse. Raconter des histoires, c'est un plaisir pour moi. À mes propres enfants d'abord, bien sûr, et aux enfants de ma communauté, aux enfants du monde. Écrire aussi et publier les livres pour les enfants fait partie de mes activités depuis, j'allais dire, plus d'une trentaine d'années. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis quand même une dinosaure ou quelque chose, mais ça fait un moment que j'écris. Accompagné mon premier livre pour enfants, Les Jumeaux de Diakounda, est publié par la maison d'édition Falia que dirigeait Feu Fatou Ndiaye Sow. Donc je lui rends hommage parce que c'est vraiment elle qui m'a amené dans la publication. J'ai toujours écrit, j'ai toujours compté, mais entrer dans la publication, c'est avec elle. Donc voilà, j'ai beaucoup d'autres casquettes, mais ce n'est pas l'objet. Ouais. Je travaille beaucoup sur la question de défense des droits des femmes particulièrement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à raconter une histoire? Alors, conter vient du fait que c'est une façon de communiquer. Je suis éducatrice aussi, c'est éducatrice populaire, si j'ose dire cela. C'est une grande partie de mon engagement, c'est comment éduquer, comment ouvrir l'esprit des enfants et des adultes d'ailleurs. Et le conte est un outil extrêmement important pour cela parce que il permet d'engager les gens à l'écoute, à la réflexion, aux questions sur les valeurs, sur la morale, etc. Et parce que il est oral, il est dit, il est accessible aussi à beaucoup de personnes. Donc voilà, bien que l'écriture et la publication des livres, c'est ce que je fais, le conte est un outil beaucoup plus accessible. Il peut être fait avec les tout petits, même ceux qui ne savent pas encore lire ou écrire, et il peut aussi être fait avec des adultes. Et votre cible, c'est les enfants. Pourquoi? Et vous dites que le conte, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie de l'individu. Pourquoi votre cible, les enfants, et non les adultes? Les enfants, parce que c'est dans l'enfance qu'on construit vraiment. Ce qu'on cherche chez les adultes aujourd'hui, quand on rencontre des adultes qui ne sont pas toujours capables de communiquer, qui ne sont pas toujours capables d'empathie, qui n'ont pas toujours les valeurs que nous cherchons, je me dis c'est chez les enfants qu'on peut installer cela. Il y a beaucoup de choses que les gens ratent depuis l'enfance et je pense que on peut retrouver au moins certaines clés avec le conte. Tout n'est pas dit parce que ça laisse un espace à la réflexion, à grandir, parce qu'on grandit avec un conte. Je pense qu'on a tous et toutes des contes qu'on a entendus il y a très longtemps, ouais. Et c'est même maintenant adulte, quand on les réécoute, qu'on se rend compte de certaines... Et qu'on comprend leur sens également. Voilà. Mais cela n'empêche qu'il y a quelque chose qui est imbibé, qui reste avec l'enfant, même si tout n'est pas complètement décodé. C'est ça qui nous permet plus tard, voilà, de comprendre, en tout cas de comprendre le monde d'une certaine façon. Voilà, c'est des schémas mentaux qu'il faut mettre en place très très tôt. Et quelle est la langue que vous utilisez par rapport à ces contes-là pour les enfants? Et pour les enfants, pour l'écriture aussi. Oui, l'écriture, la question de la langue, elle est importante. Je suis contente que vous la posiez.
la langue dépend de la personne qui écoute. Il faut parler aux gens dans la langue où elles comprennent. Donc, le conte, je le fais en Wolof, en Bambara, je le fais en français et en anglais. Et ouverte aussi à ce qu'il soit traduit dans d'autres langues. Certains de nos livres sont traduits dans d'autres langues, y compris en coréen. Donc, c'est la personne qui reçoit et qui écoute, qui détermine la langue que l'on utilise. Même quand on arrive et qu'on doit compter dans un espace donné, on demande dans quelle langue vous préférez que ça se passe. Et généralement, si on dit Wolof ou français, les enfants vont dire Wolof, ou bien d'autres vont dire français. Mais en tout cas, c'est ce que les personnes qui écoutent, là où ils sont le plus réceptifs, c'est la langue que nous utilisons. Ouais. Et la langue pour les livres aussi, nous sommes dans des pays où la langue de l'enseignement est le français. Donc la plupart de nos livres sont écrits en français, mais nous écrivons aussi en Wolof, dans les langues nationales, parce que nous considérons que c'est vers ça qu'il faut aller. Il est important de prendre les enfants dans la langue qu'ils comprennent au départ. Tout à fait. Alors, par exemple, petit livre qui nous parle de l'imagonal, ce que je préfère. Ouais. C'est un livre sur les fruits et c'est un livre qui décrit vraiment pourquoi l'utilisation des langues nationales. Parce que souvent, les gens se disent, mais les enfants doivent apprendre en français, l'école est en français, il ne faut pas les fatiguer à écrire des choses en Wolof. D'abord, ils ne lisent pas le Wolof, ils ne comprennent pas, c'est une perte de temps, etc. Mais l'imagonal, ce que je préfère, c'est un livre sur les fruits. Et c'est sur les fruits locaux pour la plupart. Tu vois, Maurice bëgg na mango, waaye tol moo ko gënal. Alors, je pose la question à vous, par exemple, si je vous dis comment on dit new ou tol ou mad en français, vous me direz quoi? On vous dira mad, tol. Voilà. Si je vous dis sumpu ou solom, en français, vous me direz quoi? Solom, sumpu. Voilà. Ouais. Donc, il est des choses, quand on ne les écrit pas ou quand on ne les dit pas dans nos langues, elles ne seront pas dites. Et ça, c'est l'exemple de ce livre. Et ce n'est pas seulement les fruits. Il y a les fruits, il y a les arbres, il y a les concepts, il y a les façons de penser qui n'existent que dans certaines langues. Et quand on efface ces langues dans l'apprentissage ou dans la façon d'enseigner, ce que nous effaçons au-delà de la langue, c'est le tol et le sump. On l'efface parce qu'il n'existe pas. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ce qui est extrêmement anormal parce que anormal d'abord parce que quand on empêche à un enfant d'avoir sa langue dans le processus d'enseignement, on lui enlève une bonne partie de sa connaissance. Mais de son identité d'ailleurs. Même d'être à l'aise avec soi-même. Et on le voit, c'est dommage, mais même de sa structure mentale. Quand on parle à beaucoup de nos gens qui n'ont pas d'abord maîtrisé le français, mais qui n'ont pas utilisé nos langues pour apprendre des choses, ils ont du mal à s'exprimer et à des niveaux très élevés, même jusqu'à l'université. Et cette difficulté de s'exprimer vient du fait que très tôt, la langue dans laquelle nous sommes à l'aise, la langue dans laquelle nous pouvons nous exprimer, a été effacée. Et on n'a pas appris à bien s'exprimer. Et c'est extrêmement important que d'une façon ou d'une autre, que les langues nationales entrent dans l'enseignement, qu'ils fassent partie. Même si on doit écrire, parler en anglais, en espagnol, en chinois, en mandarin chinois, en français, ce n'est pas là le problème parce qu'il faut qu'on soit en relation avec le reste du monde. Mais on doit commencer avec nos propres langues. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale l'a compris avec son programme WEPS, modèle harmonisé d'enseignement bilingue. Revenant sur les contes, moi je voudrais savoir, si on parle de contes, on pense à la moralité surtout, mais quelles sont les thématiques que vous développez dans ces contes-là? Oui, les contes peuvent servir à beaucoup de choses, vraiment. Si je prends
l'exemple, voilà, je retournerai aux Jumeaux de Diakounda puisque c'est mon premier livre publié pour enfants qui a été aussi publié en français et en wolof et depuis très longtemps. C'est un conte, j'allais dire, initiatique. C'est deux jeunes garçons, deux jumeaux, qui cherchent le pays du bonheur. Et en partant, on leur donne un viatique. Il faut respecter les personnes vivant avec le handicap, il faut respecter les femmes, il faut respecter les enfants. Et sur le chemin, ils ont des tests, des choses qu'ils font pour y aller. Mais au finish, ils réalisent que, voilà, le chemin, en tout cas le pays du bonheur qu'ils cherchaient, n'est pas une destination, mais c'est le chemin. Okay. Donc c'est ce qu'on fait en route qui nous mène là où on veut aller. Okay. Donc oui, il y a une moralité, il y a une philosophie, il y a l'intention de dire qu'il y a des choses, il faut aimer, il faut respecter les enfants, même si on est des adultes. Il faut aimer, il faut respecter les femmes, même si on est homme. Il faut aimer, il faut respecter les personnes qui vivent avec le handicap, même si nous, on ne voit pas le handicap physique avec nous. On doit considérer, on doit créer l'espace pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, j'écris comme ça parce que je cherche aussi à ouvrir les consciences autour de cela. Il y a d'autres thématiques. Les jumelles de Bama, c'est plutôt un conte inspiré des contes traditionnels. Et celui-là, c'est des jumelles à la recherche de leur mère. Quelque part, on parle en filigrane, parce qu'il faut, quand on fait pour les enfants, on ne peut pas être littéral. Ouais. On parle d'adoption. On montre que tous les enfants ne naissent pas dans les mêmes modèles familiaux. Quelquefois, certaines personnes, voilà, vivent et grandissent avec d'autres parents. Donc voilà, on touche vraiment toutes sortes de thèmes. La terrible histoire, qui est le dernier conte, lui, il touche la question des abus sexuels sur les enfants, qui n'est pas un thème facile à aborder, mais quand on entre dans le modèle un peu du conte, hein, au pays des cousses, de l'imaginaire, on peut se détacher un peu de la réalité et aborder des sujets qui étaient tabous, qui étaient difficiles et tabous, et après on peut le ramener à la fin pour dire attention aux enfants, bon, ce cousse sorcier là qui n'existe que dans cette histoire, il migre et il vient en ville, au village, et il peut prendre différentes formes. Donc voilà un peu. Pour les éveiller. C'est pour les éveiller. C'est des questions aussi avec lesquelles nous vivons tous les jours. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'est vrai. Ouais. Alors, parlons tout à fait, vous avez dit tantôt de modèles familiaux. Vous avez actuellement, bon, on a tendance à vivre une communauté qui n'est pas la nôtre. Je vous parle, je fais référence à la famille traditionnelle. Le conte de nos jours disparaît de plus en plus, si il ne l'est pas. Alors, comment vous appréciez, comment vous analysez cela? Comment remédier à cette situation? Oui, c'est vrai que le conte disparaît, et ce n'est pas que le conte qui disparaît. Tout à fait. Ce n'est qu'un symptôme, la disparition du conte. Ce qui disparaît réellement, c'est la conversation. Okay. Hein? Je pense que nous tous, nous sommes coupables, et chacun de nous doit se poser la question, combien de temps passons-nous à parler à nos enfants? Tout simplement, au-delà même du conte. Chaque jour de notre vie, combien de minutes passons-nous à discuter avec nos propres enfants? Le temps vraiment se raccourcit. Bien sûr, on est dans des familles de plus en plus nucléaires, particulièrement quand on vit en ville. Bon, les enfants sont presque élevés par la télévision. Bon, on est à la télévision. Mais on le fait bien. Oui, n'est-ce pas? Et pas seulement là, mais maintenant, ce n'est plus la télévision, ce sont les tablettes, ce sont les téléphones, ce sont des répétitions. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Parce que les enfants ont besoin d'interaction pour bien grandir. L'écran, ça peut être bien pour un temps, pour apprendre des choses, pour écouter des choses, mais il faut une interaction, il faut des allers-retours dans une communication. Et c'est ça qu'on est en train de perdre. Et le conte offre cela. Il offre une personne qui est là, qui raconte quelque chose qui fasse réfléchir.
Et comment y remédier? Moi, je pense qu'on est obligé d'utiliser les outils que nous avons aujourd'hui pour insérer les choses dont nous avons besoin. Il faut absolument que l'on offre à nos enfants les contenus qui nous sied. Parce que si nous ne faisons pas ça, bien sûr, il y a d'autres contenus. Ils vont copier d'autres. Il y a d'autres contenus qui existent. Et c'est à nous d'être en compétition avec ces contenus-là. C'est à nous de le faire bien. Parce que, bon, les enfants, ils prennent aussi ce que l'on leur donne. Si on leur propose des livres ou des émissions qui ne les engagent pas et qui ne les intéressent pas aussi bien que les autres émissions, ils vont choisir les autres. C'est à nous d'être compétitifs, c'est à nous de faire en sorte que les enfants aient envie de nous écouter et de nous regarder. Ça, c'est un grand défi. Malheureusement, de nos jours, avec vous venez de le dire également, je pense que les enfants ne lisent plus, les adultes également ne lisent plus. Il y a lieu maintenant de s'adapter à d'autres modes. Je pense aux bandes dessinées. Est-ce que vous avez pensé à retransmettre ces contes-là, reformuler ou bien réécrire, transposer ces contes dans l'espace télévisuel avec ces bandes dessinées? Est-ce que vous avez l'idée de ça par rapport, pour pouvoir vraiment continuer dans votre exercice? Tout à fait, parce que ces livres sont des histoires. Les histoires, ils prennent différents formats. Ils peuvent être sous forme de livres, ils peuvent être racontés, ils peuvent être joués, comme si c'est du théâtre, ils peuvent être dans des dessins animés, etc. Donc, ce qui est important, c'est l'histoire, c'est le substrat. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le contenu de cette histoire et qu'est-ce qu'il va véhiculer pour nos enfants? Et maintenant, les modes de transmission diffèrent. Comment on l'utilise? Et bien sûr, bon, certains modes de transmission sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Par exemple, les dessins animés sont, en tout cas, souvent pour les enfants, c'est plus engageant, mais c'est beaucoup plus cher à réaliser. C'est beaucoup plus d'investissement. Et il faut des gens qui payent pour ça. Et c'est important que le ministère de l'Éducation nationale, l'État, investisse dans cela, parce que si nous n'investissons pas, nos enfants vont regarder d'autres dessins animés japonais, etc., parce que c'est ça qui est disponible. Alors, Madame Touré, vous êtes éducatrice populaire. Aujourd'hui, selon vous, quel peut être l'impact de ces contes pour les enfants, mais également dans les enseignements apprentissages? Alors, il y a plusieurs impacts, je pense, plusieurs buts quand on crée ces histoires, quand on les publie. La première, c'est d'asseoir nos enfants dans leur culture. Et quand je dis dans leur culture, on a des cultures multiples, mais tout à l'heure on le dit, il faut que les enfants, pour qu'ils puissent grandir et devenir des adultes qui sont à l'aise avec eux-mêmes, que très tôt, ils soient à l'aise en tant qu'enfants. Il faut des livres où nos enfants voient leur propre image, et qu'ils se voient eux-mêmes dans les livres, qu'ils voient leurs parents, qu'ils voient leur nom, etc., ou leur représentation, et qu'ils sachent qu'ils sont importants. Ça, c'est très, très important. Et pas seulement les livres, les dessins animés, les contes, etc. C'est d'abord ce premier but. Après, ce qu'on cherche vient des contenus qui donnent des valeurs positives. On veut inspirer les enfants et donner des modèles, qu'on se dise qu'être honnête, c'est quelque chose de bien. Si on ne l'apprend pas, on ne le sait pas. Parce que qu'on se dise la vérité, aujourd'hui, on peut juste dire, voilà, quand on admire des gens, on ne dit pas, ouais, mais on l'admire, qu'est-ce qu'il est honnête? Non. C'est qu'est-ce qu'il est riche? Qu'est-ce que sa voiture est belle? Voilà. Qu'est-ce qu'il est populaire? Il y a des façons d'admirer qui sont les modèles les plus visibles. C'est notre rôle de rendre, j'allais dire, attirant ou à la mode d'être quelqu'un de bien.
éduquer, voilà, dans l'éducation, les contes, C'est ça. Les contes, sont on ne peut pas- incontournables. C'est Alors, ça, c'est ça. à quand les comptes à l'école, en fait? Et de manière vraiment régularisée C'est ça. Mm-hmm. et tout. Bah, ça fait partie déjà du programme scolaire. Effectivement. Les contes font partie du programme scolaire. Je pense que déjà, même depuis la case des tout petits, c'est une partie importante. Je pense que ce qui manque, c'est le matériel. Le matériel. Ce qui manque, c'est même dans la formation des enseignants, des enseignantes eux-mêmes. Ce qui manque, c'est l'appui. Par exemple, avec voilà, une télévision comme celle-là, qu'il y ait un matériel où on peut juste aller directement et dire, ah, voilà les enfants, c'est l'heure du conte, vous allez écouter Maman Kumba, et puis après on va discuter, même si peut-être tous les enseignants ne peuvent pas décider d'être conteurs d'un coup, mais qu'ils aient le matériel dont ils ont besoin, qu'ils puissent l'écouter même dans les villages, qu'on puisse écouter à la radio les contes, et qu'on puisse en discuter. Et qu'on puisse récupérer aussi les contes qui existent encore, parce que c'est pas comme si ça avait disparu. Le Sénégal ne s'arrête pas à nos villes. Il y a encore plein de localités où il existe des personnes qui détiennent encore ces histoires. Bon, sont-elles encore écoutées? Ça, c'est la question. Et on peut encourager cela. Ok. En tout cas, Madame Koba, vous avez un projet vraiment très pertinent, très intéressant. Mais moi, je voudrais savoir où est-ce que vous exercez pour pouvoir vraiment atteindre vos cibles. Quelles sont vos pages pour pouvoir vraiment, au-delà de ces livres, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être s'arrêter à un moment, organiser des contes, organiser un festival de contes, je ne sais pas, pour pouvoir vraiment accéder à vos cibles. Tout à fait, vous avez raison, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les livres, c'est une étape, donc nous avons un site sur lequel nous les vendons, sur kumbati.com. Les contes aussi, peut-être je dirais ce qui nous a aidé, poussé un peu, même si c'était un moment difficile, c'était la période du Covid, puisque j'allais dans des écoles ou dans des espaces pour raconter, et Covid nous a bloqués, on ne pouvait plus le faire. Et donc, bon, on a pris les images et on a tourné ça vers nous-mêmes, on a commencé à raconter, à enregistrer. Et donc, ça nous a montré, écoute, c'est possible. Si on ne peut pas aller directement et être là avec les enfants, c'est possible de le faire sur vidéo. Donc, ça nous ouvre maintenant d'autres possibilités. Il y a ma chaîne YouTube Kumbatouré Africa sur laquelle j'ai des comptes. Mais bon, je suis en train de travailler aussi sur la production audio de certains comptes qu'on puisse mettre sur les réseaux sociaux, venir avec les radios, les télévisions, comme avec vous, ici, et produire des émissions qui vont rester et auxquelles les enfants et les parents et les enseignants peuvent avoir accès directement. C'est un grand chantier, mais c'est tout à fait possible. Alors, vous êtes aussi pour le respect des droits des femmes, à plus de changements, que les femmes aient beaucoup plus de considération, mais aussi de place dans la société. Tout à fait. Ça, c'est mon combat. Je suis féministe, donc c'est important pour moi parce que je me dis que la façon de faire et la façon de voir des femmes peut apporter des nouvelles orientations et créer de nouveaux espaces pour nos communautés. Quand nous savons que le monde est dirigé par les hommes depuis très longtemps, du point de vue politique, du point de vue business, etc. Partout, quand on regarde les photos des présidents, des ministres, des patronats, du syndicat, partout, c'est des hommes. Et pourtant, je ne pense pas que le monde se porte comme il faut. Et donc, peut-être que... Loin de là. Donc, peut-être, je me dis, ce serait intéressant d'avoir d'autres perspectives, d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, d'autres façons de comprendre le monde et de proposer des alternatives. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes, elles sont prêtes pour ça? Je pense que les femmes sont prêtes. Il y a assez de femmes, en tout cas, prêtes.
je pense que ce sont les hommes qui doivent être prêts. Pour le moment, les hommes ne sont pas prêts parce que c'est des questions aussi de privilèges. Hein. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de perte en la matière. Associer ou donner aux femmes la place qu'il faut ne va rien enlever aux hommes, au contraire. Pour moi, ça commence d'abord par un changement de comportement chez nous les femmes. Parce que par exemple, en fait, on va juste faire une petite digression. On a eu une candidate femme à l'élection présidentielle, mais on a vu ses résultats. Donc c'est dire que les femmes, d'abord elles, est-ce qu'elles sont prêtes pour? Alors, je pense que ça, c'est... On n'a pas eu qu'une candidate femme. Hein. On a eu beaucoup d'autres candidats qui ont eu... Non, mais ce n'est que pour citer l'élection dernière. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a eu une candidate femme qui n'a pas eu de grands résultats. Mais il y a eu des candidats hommes qui n'ont pas eu de grands résultats non plus. Donc, ce n'est pas le fait seulement qu'elle soit femme. Et ça, c'est une chose. Mais aussi, je pense que c'est extrêmement important que, comme vous dites, les femmes puissent prendre leur place parce que personne ne va le leur donner. Tout à fait. La plupart du temps, quand on gagne quelque chose, c'est parce qu'on s'est battu. Et surtout quand il s'agit de privilèges, c'est jamais lâché de bon gré. Parfois, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Alors, je ne vais pas entrer dans cette digression. On va peut-être parler un peu. Elle sera bientôt parmi nous, ici à Canal. Par rapport à ce projet de compte, tantôt vous l'avez dit que les canaux parfois font défaut. Aujourd'hui, Canal Éducation vous est offerte pour pouvoir vraiment faire passer vos messages de compte. Est-ce que et bientôt également vous allez pouvoir animer quelque chose pour les enfants, pour nos téléspectateurs, pour les parents. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce que ça sera? Oui, tout à fait. On a plusieurs projets sur lesquels nous avons discuté. Bien sûr, les contes. Donc, les contes de Mam Kumba, on va créer un setup et raconter ces histoires. Donc, pour le plaisir des enfants et des grands aussi. Des grands. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de grands qui vont suivre l'émission. Ils vont se cacher un peu pour suivre, mais ils seront là. On va aussi faire une émission sur les livres carrément, montrer les livres, expliquer parce que la lecture, c'est très important. Même si il y a beaucoup de choses qui remplacent, on ne peut pas complètement remplacer la lecture. Le format sera comment? Voilà. Donc, pour les contes. Pour les contes, ce seront des émissions de contes qu'on va faire. Mais pour les livres, ce seront juste des petites capsules pour expliquer, montrer un livre et donner envie d'aller le lire et de le voir. Et aussi les jeux. Parce que les enfants, ils grandissent aussi en jouant. Donc, vous avez vu un de nos livres, Tank Loho Nop, Bakan Bad Betu Gaming. C'est un jeu, mais c'est un jeu éducatif pour comprendre son corps, mais aussi pour même en termes des gestes que l'on fait. Pour un enfant, ça apprend la coordination, l'attention et tout ça. Donc, on va aussi faire des émissions sur les jeux. Le livre? Voilà, Tank Loho. C'est en français et en Wolof. Et ça nous dit à quoi servent les mains, les pieds, etc. Tout à fait. Voilà. Alors, Badi, lima gënal, ce que je préfère entre Ditar Tolak Mad, ba mo la ci gënal. Bu ñëw baax na. Alors, nous accueillons Mbaye Sy dans l'éphéméride du jour. Le 25 avril 2023, nomination du médecin-colonel, le professeur Fatou Fall, comme général de brigade. Elle devient ainsi la première femme à accéder à ce grade dans l'armée sénégalaise. Au moment de sa nomination, elle est chef de service à l'hôpital principal de Dakar et membre de la Société sénégalaise et africaine d'hépatologie et de gastro-entérologie. Merci à la régie. Alors, Badi, dernier tour de table avant de nous quitter. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de recevoir Kumba Touré et je suis vraiment également pressé de suivre son émission, les contes de Mam Kumba, c'est ça? Exactement. Donc, on va peut-être vous laisser le soin d'inviter les téléspectateurs qui nous suivent, de regarder et de suivre cela et les promesses, les attentes.
Merci beaucoup d'abord de nous avoir reçus, de nous avoir offert l'opportunité de présenter notre travail et surtout un grand merci à la direction ici pour nous inviter à travailler sur ce projet des comptes. Donc j'invite tous les téléspectateurs et surtout les enfants à se préparer à avoir régulièrement des comptes qu'ils pourront écouter, mais aussi avoir des livres qu'ils pourront lire et de faire des jeux. En tout cas, ce qu'on veut, c'est engager. Des allers-retours. Encore une fois, c'est ça qui est important. Il faudra suivre les émissions parce qu'on vous posera des questions. Si vous avez bien écouté l'émission, vous pouvez gagner des livres, vous pouvez gagner des t-shirts. C'est ça, on va encourager la lecture et la réflexion avec les enfants et les parents. Parce que ça peut être un moment aussi pour les parents et les enfants d'être ensemble, ce qui nous manque beaucoup. Oui, tout à fait. Merci Maman Kumba. Alors, les contes de Maman Kumba, c'est à suivre sur Canal Éducation. Ce sera pour bientôt. Avant de nous quitter, votre viatique de la semaine. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur revient à n'avoir aucune éducation du tout, nous dit Aristote. Madame et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.